officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Parce que Serge Reynaud m'a vraiment bien introduit l'énergie du vide. Et donc je vais essayer de décrire l'énergie sombre de l'univers et montrer qu'on n'en sait rien. Je ne sais pas si c'est vraiment l'énergie du vide quantique ou bien une constante cosmologique. Alors pourquoi on a besoin de cette énergie sombre? Eh bien, je ne sais pas si vous voyez ma souris, peut-être. Ici, vous voyez le Big Bang et le rayon de l'univers qui est représenté par cette peau-là, de couleur. Alors au départ, il y a une explosion dans l'extension de l'univers, et puis on sait que la gravité domine au départ et va décélérer cette expansion, un peu comme un soufflet que vous montez, et ensuite la pesanteur fait descendre le soufflet. Donc l'expansion, elle se décélère, et puis on s'est aperçu que récemment, c'est-à-dire il y a 5 milliards d'années, l'univers fait 15 milliards d'années à peu près, donc il y a 5 milliards d'années, d'un coup, l'expansion se réaccélère énormément. Et ça ne peut pas être dû s'il n'y a que de la gravité, s'il n'y a que de la masse grave dans l'univers. Il faut qu'il y ait un autre élément qui a une force répulsive et qui fait accélérer l'expansion. Et c'est cette force-là qu'on appelle l'énergie sombre. Et je vais essayer de vous expliquer comment on l'a vu. Alors cette image-là, par exemple, vous montre, lorsqu'on a un amas de galaxies, on a des déformations qui sont des arcs, et qui vous montre que toutes les lentilles gravitationnelles, c'est-à-dire la déflexion des rayons lumineux émis par une galaxie de fond très lointaine, qui est entre la galaxie de fond et nous, vous avez de la matière noire, de l'énergie sombre, qui sont cartographiées par ces déformations. Vous en voyez une très belle ici, mais toutes les petites galaxies, les millions et les milliards de galaxies que vous voyez sont déformées, et c'est un petit peu comme la limaille de fer qui vous montre les champs magnétiques. Ici, ces petites déformations vont faire des cartographies de tout ce qui est dans l'univers, c'est-à-dire matière sombre et énergie sombre. C'est comme ça qu'on le connaît, parce qu'on ne le voit pas, évidemment, cette matière et cette énergie sombre. On ne les voit pas, mais grâce à la gravité et la déflexion d'un rayon lumineux, bien cette gravité énergie, parce que comme on l'a dit cet après-midi, E égale MC2, donc l'énergie, même s'il n'y a pas de masse, défléchit aussi le rayon lumineux, et donc on peut cartographier l'énergie sombre et la matière sombre. Alors, le continuum de l'univers, pour vous rappeler un petit peu ce qu'on sait, on sait beaucoup de choses quand même depuis ces années récentes. On ne sait pas de quoi c'est fait, mais on sait combien il y en a, si je puis dire. Alors ici, vous voyez que dans ce camembert, nous avons la matière ordinaire, les baryons, les protons, les neutrons, la matière dont nous sommes faits, eh bien, ça fait 5% du total. Nous sommes peu de choses. Et puis, il y a cette matière noire, dont je ne parlerai pas beaucoup, mais quand même pour le recensement, je suis obligée d'en parler. Cette matière noire, c'est quand même de la masse, et ça ne correspond à aucune particule du modèle standard des particules élémentaires. On ne sait toujours pas de quoi c'est fait, on ne l'a pas trouvé dans les grands accélérateurs, et donc on a une incertitude totale sur la masse de ces particules, c'est qu'elles existent, de 30 ordres de grandeur. Donc c'est une matière exotique. Donc l'ensemble de la masse fait 30%, et puis vous voyez que 70% du contenu de l'univers, c'est cette énergie sombre dont on ne sait pas ce que c'est. Mais on en a la nécessité, car je vais vous expliquer pourquoi, avec toutes les observations qu'on a faites depuis 20 ou 30 ans, qui montrent que cette énergie sombre existe. Alors d'abord, pour vous donner une idée, puisqu'on parle du vide de Pascal, de la densité moyenne de l'univers, qui est toute matière confondue, c'est-à-dire planètes, étoiles, galaxies, etc., nous fait une densité moyenne de l'univers de 10-29 grammes par centimètre cube. Si je le mets en particules par centimètre cube, parce que la particule c'est surtout l'hydrogène, essentiellement l'univers, ça me ferait 10-5 particules par centimètre cube. Vous voyez que c'est petit. L'ultravite qu'on peut faire sur Terre, c'est 10-15. Donc on a 14 ordres de grandeur par rapport à l'ultravite que l'on peut faire sur Terre. Donc on a un univers qui est assez vide, si je puis dire. Alors, un petit peu d'histoire, la discussion entre Einstein et Schrödinger, que vous voyez ici. En 1917, comme on l'a déjà rappelé, Einstein avait construit la théorie de la relativité générale qui vous dit que
la gravité n'est pas une force comme l'électromagnétisme, mais plutôt une déformation de l'espace. Et il a essayé de relier dans cette équation, je ne la montrerai pas beaucoup, mais moi, celle-ci, qui relie toute l'énergie et la masse qu'il y a dans l'univers, donc tout le contenu que je viens de montrer dans le camembert, donc c'est le terme de droite, tout le contenu, et bien il détermine la géométrie de l'univers. Donc si l'espace est déformé, on a la courbure de l'univers, là, il est dedans. Et puis c'est aperçu, je vais en développer un peu plus, que si on essayait de résoudre ces équations, on avait un univers soit qui était en grande expansion, qui explosait, soit qui était en compression, jusqu'à un Big Crunch, ça n'allait pas. Et donc en 1917, on n'avait aucune notion de l'expansion de l'univers, donc on voulait un univers immuable, statique, et donc il s'est dit, ça ne va pas, ces équations, il nous faut une constante. Je vais ajouter une constante lambda, qui se multiplie par la métrique, enfin c'est une constante lambda. Mais on ne savait pas du tout ce que c'est sa constante, et ça permettait d'avoir un univers immuable, statique. Alors, Erwin Schrödinger, dès 1918, vous voyez, il écrit une note à Einstein pour lui dire, mais moi j'interprète ce terme autrement, je le mets de l'autre côté. Après tout, c'est la même chose, j'en conviendrai. Eh bien, il en déduit que ça peut être interprété comme justement une énergie dont la pression est négative par rapport à la densité d'énergie positive, la pression est négative. On n'a pas une intuition de ça, parce qu'un gaz, il y a une densité positive et une pression positive, une équation d'état. Ici, c'est une pression négative. Alors Einstein dit, oui, j'ai bien vu cette possibilité, bien sûr, mais je n'ai pas considéré comme digne d'être mentionné. Alors que répond Einstein à Schrödinger? Il dit que bon, d'accord, on peut mettre cette pression négative, ce lambda. Soit, il y a deux possibilités, soit cette pression est constante, à ce moment-là, c'est la constante cosmologique que l'on produit, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance. Inutile de me faire une note. Ou alors, elle n'est pas constante. Et donc, il faut savoir comment elle varie, cette pression. Comment elle varie en fonction de l'espace, du temps, en fonction des densités d'énergie, etc. Et donc, on voit poindre ici tous les débats qu'on a à l'heure actuelle, que je vais essayer d'expliquer, qui est le champ scalaire de quintessence. Quintessence, ça veut dire un cinquième élément. Je dirais pourquoi on a besoin d'un cinquième élément qui, justement, a une pression, une équation d'état où la pression est négative par rapport à la densité positive d'eau. Le fameux W, c'est une constante, c'est une constante, ça peut évoluer avec le temps, mais il faut qu'elle soit inférieure à moins un tiers pour avoir une expansion accélérée de l'univers. En fait, la constante cosmologique, ça équivaut à W égale moins 1. Enfin, il suffirait qu'elle soit inférieure à moins un tiers. On ne sait pas trop. Aujourd'hui, on la mesure, elle est presque W égale moins 1, mais comment elle évolue? On va voir qu'on a lancé des satellites l'an dernier, écrits pour le savoir. Alors, Einstein nous dit, bien écoutez, si vous voulez aller plus loin, il faut ouvrir cette énorme boîte de Pandore. Énormément de paramètres vont arriver. Comment ça va varier en fonction du temps, en fonction de l'espace, etc. Et on va voir cette énergie du vide, j'anticipe un peu, elle va être beaucoup trop grande. Alors je vais quand même rappeler doucement comment on a acquis ces connaissances à partir du début du XXe siècle. En fait, mon histoire sera réduite à un siècle parce qu'on ne savait rien en 1920. En 1920, la taille de notre univers était toute petite. Alors pourquoi? Parce que quand on regarde le ciel, on ne sait pas quelles sont les distances de tous les astres que l'on voit dans le ciel. On voyait quoi? Des étoiles, des points, des amas d'étoiles, c'est un amas de points, ou alors des nébuleuses. Les nébuleuses, c'est quoi? C'est un nuage de gaz, comme le nuage d'Orion, qui émet c'est du gaz ionisé, donc il émet des raies, alors H-alpha, du manatra, tout ce que vous voulez. Et puis, avec ces raies, on peut en déduire les vitesses, on va voir, par effet Doppler. Alors, galaxies, on ne savait pas que ça existait, des galaxies. Donc, ce qu'on voit dans le ciel, c'est la Voie lactée, c'est-à-dire une grande bande blanche, qu'on appelle Voie lactée, justement. Et on pensait que tout l'univers, c'était ça. Et puis, arrive donc un grand débat de deux groupes d'astronomes, dont le leader, le premier, c'est Arlo Shapley, qui dit, finalement, tout l'univers est dans notre galaxie. Alors, galaxie, vous voyez, ce mot apparaît maintenant. Pourquoi? Parce qu'on imagine qu'il y a peut-être d'autres mondes à part, comme la Voie lactée, et galaxie cellulaire, on a d'autres Voies lactées, donc d'autres galaxies. Est-ce que la galaxie est la seule dans l'univers ou pas? Donc Shapley dit qu'en effet, c'est la seule chose, et ça fait 300 000 années-lumière de diamètre. Un peu très grand. Et puis Curtis était le leader de l'autre groupe, qui avait certainement beaucoup plus raison, on va le voir,
pensait qu'il y avait d'autres mondes à part, d'autres galaxies, et que la Voie lactée était beaucoup plus petite, 30 000 années-lumière. Alors, d'autre part, on avait mesuré, grâce à M. Slipher et leur télescope en Californie, par effet Doppler, comme vous mesurez l'effet Doppler des voitures, dans le radar, etc., on mesure le décalage vers le rouge, vers le bleu. Alors, vers le rouge, c'est que l'émetteur s'en va loin de vous, et vers le bleu, il approche. Donc, on mesurait des vitesses de récession, donc recul, de ces fameuses nébuleuses, mais très grandes, 1000, 2000 km par seconde, Inconnu, on ne savait pas pourquoi. Captain, en Grenoble, aux Pays-Bas, essaie de faire une cartographie de la Voie lactée. Alors, ce qui est bizarre, enfin, ça c'est toujours, l'homme a toujours pensé qu'on était au centre de l'univers, la Terre était au centre de l'univers. Ici, le Soleil, il la met au centre de la Voie lactée. Alors pourquoi? Parce que c'est des apparences. Il avait un petit peu ignoré le fait que la galaxie est pleine de poussière. De poussière qui absorbe les rayonnements des étoiles, et donc finalement, dès qu'on s'éloigne un peu, on se trouve au centre de l'univers à cause de ces poussières. Donc finalement, nous ne sommes pas au centre de la Voie lactée. Mais tout ça, vous voyez un petit peu l'état de l'art en 1920. Et ce qui a fait sortir de ce débat, c'est une Américaine, une femme astronome, Marita Leavitt, qui observait toutes les nuits patiemment des étoiles, faisait un catalogue d'étoiles, et elle a remarqué qu'il y avait des étoiles variables. Variable, ça veut dire que leur luminosité varie comme une sinusoïde. La période est de l'ordre de quelques semaines à quelques mois, donc il fallait observer quand même patiemment. Et puis, c'est payé parce que c'est dans la constellation de Céphée, donc pas de problème. Et puis, elle a remarqué que la période était proportionnelle à la luminosité intrinsèque de l'étoile. Alors là, on a un indicateur de distance qu'on appelle une chandelle standard dans notre jargon. C'est-à-dire que puisqu'on mesure la période, mettons un mois, et puis on en déduit la luminosité intrinsèque de l'étoile. On mesure la luminosité apparente, donc on connaît la distance. Alors ça c'était en 1909, mais vous voyez, d'abord c'était une femme, etc., on ne la croyait pas. Et donc en 1920, peu de gens croyaient encore à ces CPI. Donc Chapelet, notamment, Chapelet, il avait quand même raison dans un certain sens, c'est qu'il avait fait une cartographie des amas globulaires. Les amas globulaires, ce sont des amas d'étoiles très vieux qui épousent la forme de halo stellaire autour de la Voie lactée. Donc il n'y avait pas de poussière, on pouvait voir un petit peu quelle était la forme, et s'est aperçu, vous voyez, les amas globulaires sont dans l'halo, et la galaxie est ici, que le Soleil n'était pas au centre, parce que tous les amas globulaires, il y avait un centre qui était le centre de la galaxie, et le Soleil est au bord de la galaxie, en fait, nous ne sommes pas au centre. Donc ça, il avait raison d'un côté. Par contre, on sait maintenant que la galaxie, le Soleil au centre de la galaxie a 24 000 années-lumière. Donc c'était plutôt sur la taille de la galaxie, Curtis qui avait raison, et surtout sur l'existence des galaxies extérieures. Donc la fin du débat vient surtout de Edwin Hubble. Alors Chapelet avait un parti raison, mais pas complètement, et surtout Curtis avait raison, mais toujours ne croyait pas au CPI. Par contre, Hubble a commencé à y croire et dire je vais essayer d'observer de ces étoiles, ces fameuses étoiles CPI, dans des nébuleuses qui sont peut-être proches, on va voir. Par exemple, la nébuleuse Andromède, 1731. Alors vous voyez qu'on appelle encore cette galaxie spirale qui est la plus proche de nous nébuleuse. En fait, c'est une erreur, mais les astronomes font beaucoup d'erreurs au départ, et puis le nom reste. Mais c'est une galaxie. Ça veut dire que ce n'est pas du gaz, comme on pensait, Orion est du gaz. C'est un amas d'étoiles, plein de petits points, et qu'on ne pouvait pas résoudre parce que c'est trop grand. Ça paraissait une nébuleuse. Donc cette nébuleuse-là, il observe des céphéides avec une certaine période, et il en déduit que la distance de Andromède, 1731, elle est à 3 millions d'années-lumière. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, puisqu'on regarde des galaxies à 8 milliards d'années-lumière aujourd'hui, mais quand même, c'était en dehors de la Voie lactée. Donc ça voulait dire qu'il existait des galaxies, des mondes à part, et tout d'un coup notre univers s'est agrandi en 1930. Et puis ensuite il a regardé, puisqu'il a vu plusieurs galaxies proches, les nébuleuses proches maintenant sont des galaxies proches, il a regardé des satellites dans ces galaxies, et il a déduit que finalement il y avait une relation entre la vitesse de récession, la vitesse d'éloignement par rapport à nous, et la distance qu'il mesurait avec les satellites. Et donc, il a déduit qu'il y avait une expansion de l'univers. C'est-à-dire plus la distance de ces galaxies est grande, et plus la vitesse de récession est grande. En 1929, donc, il commence à dire que sans doute l'univers est en expansion. Alors, je reviens un peu à Einstein. Pourquoi a-t-il introduit cette constante cosmologique? Alors, comme je vous le disais, il a essayé, donc, en 1917, après avoir
écrit ces équations qui relient la géométrie de l'univers à son contenu. Il commence à explorer ces équations et dire est-ce qu'on peut prédire le destin de l'univers? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Donc en effet, il y avait cette contradiction et il voulait, lui, que l'univers soit immuable. Donc voilà l'univers qui est arrivé, cette courbure positive. Il fallait qu'il y ait une courbure positive. Alors l'univers que je représente là, c'est à 2 dimensions. C'est la surface de la sphère qui est l'univers. Il est très difficile de représenter quelque chose à 3 dimensions, surtout sur une slide à 2 dimensions. Ici, donc, vous voyez, toutes les galaxies sont dans l'univers sur la surface de la sphère. Donc c'est un univers fermé. Si vous voyagez d'un côté, vous allez peut-être tomber sur votre train. Certains ont essayé de le faire et ils ne sont pas arrivés, c'est-à-dire que pour l'instant il est infini pour nous. Mais voici un peu l'univers d'Einstein. Donc il était statique, il était fermé, donc non infini, et il ressemble à une sphère. Donc il dit en 1919, cette constante décrit la beauté de ma théorie, mais c'est absolument nécessaire. Et puis il y a quand même quelqu'un, un Hollandais, De Sitter, en 1917, qui se dit, je vais essayer de résoudre ces équations d'Einstein, et je vais prendre la densité de matière négligeable, parce que c'est compliqué de résoudre. Je vais juste prendre le lambda. Tout le reste est zéro, donc tout le terme de droite est zéro. Alors ça c'est facile, on a R moins lambda. Facile, donc il déduit que le rayon de l'univers est une exponentielle de h, et h étant la constante de Hubble, et c'est une constante puisque c'est lambda. Lambda c'est une constante cosmologique qui a introduit Einstein. Donc voilà la caricature qui a été faite à l'époque, puisqu'on se moquait un peu de ce modèle. D'ailleurs Einstein se moque de ce modèle en disant votre univers explose. William De Sitter dit alors pourquoi pas. En fait, c'est un peu contraire aux idées que Einstein se faisait, que la courbure de l'univers était due à son contenu, et pas seulement à cette constante. En fait, la constante suffit à avoir un univers qui est en expansion accélérée. Et on voit que De Sitter était visionnaire parce que c'est effectivement l'univers dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je vais le développer un peu plus. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cet univers-là. Il y avait aussi d'autres personnes, Friedman et l'abbé Georges Lemaître, qui étaient encore plus lucides que Hubble, qui malheureusement a écrit on avait des vitesses de récession de toutes les galaxies et qu'on regardait un peu dans le passé, on extrapole vers le passé, on voit que tout notre univers visible il devait être concentré dans une boule très chaude et très dense qu'il a appelée l'atome primitif, et il a bien compris ce qu'était l'expansion de l'univers, il l'a associé à la dilatation de l'espace qu'avait prévu Einstein, et que ce n'est pas du tout un effet Doppler, comme on croirait en apparence. Donc c'était en français, hélas, et lorsqu'il est allé en postdoc en Californie voir Hubble, il lui a expliqué, et Hubble a récupéré toutes les idées de Lemaître. Donc maintenant on appelle la constante H de l'expansion de l'univers, on l'appelle la constante de Hubble-Lemaître, parce qu'il faut vraiment lui rendre justice à César ce qui est à César. Donc ici, ces personnes-là avaient déjà compris que tout dépendait de oméga, qui est la densité de l'univers. On le met toujours en grandeur non sans dimension, on le divise par cette densité critique que j'ai donnée au début. Donc si oméga si l'univers est très dense en quelque sorte, et la courbure est positive et l'univers va se reconcentrer après du temps, parce qu'il est trop massif. Si la densité de l'univers est plus petite que cette densité-là, à ce moment-là, au contraire, il va rester en expansion. Ça va être une courbure négative, on le représente par une salle de cheval, ici toujours en 2 dimensions, mais il faut le généraliser à 3 dimensions. Ici, on a exactement la densité de puissance 29, que je vous ai dit au début, et là, on a un univers sans courbure, un univers plat. Et nous sommes dans un univers plat. Alors, que fait Einstein en 1931 lorsque, en 1930, l'extension de l'univers a été établie? Il s'est dit, finalement, c'était la plus grosse erreur de ma vie d'avoir introduit cette constante. Constante lambda est inutile. Alors, on ne sait pas si vraiment il a dit que c'était la plus grande erreur. En tout cas, Gamow, qui était très humoriste, a fait tout un plat en disant que Einstein avait dit que c'était sa plus grosse erreur. Enfin, on verra pour les historiens. Mais en tout cas, il dit que on n'en a plus besoin, donc on le laisse tomber. Et pendant tout le XXe siècle, les astronomes ont laissé tomber cette constante lambda parce qu'on ne savait pas le mesurer. Et quand on a le rasoir de Cam, on dit que finalement, on ne sait pas le mesurer, elle n'existe pas. Il y avait quand même quelques petits problèmes. On ne connaissait pas très bien la densité de matière de l'univers. On avait du mal à arriver à 1.
pour avoir la platitude de l'univers, mais il y avait aussi des problèmes, c'est-à-dire que l'âge de l'univers n'était pas assez grand, et il y avait certaines étoiles qui étaient plus belles que l'âge de l'univers, donc tout ça n'était pas encore très bien, mais il s'était réconcilié avec De Sitter, et il a fait en 1932 un modèle, Einstein De Sitter, où il y a en effet un rayon de l'univers qui expanse régulièrement. Alors, je reviens à cette énergie de vide parce que la mécanique quantique est arrivée, cette révolution de la mécanique quantique est arrivée en même temps, en 1920, on se posait des problèmes sur la taille de l'univers, et Wolfgang Pauli, en 1920, un peu comme Schrödinger, s'était dit, cette constante qu'introduit Einstein, pourquoi ce ne serait pas l'énergie de vide dont Serge Renaud a parlé très bien tout à l'heure, et on pourrait peut-être extrapoler l'énergie du vide qu'on mesure tous les jours en laboratoire, qui existe bien, à tout l'univers. Ça doit certainement être extrapolable. Donc on va essayer d'extrapoler. Comment il extrapole? Il faut extrapoler seulement les 1,5 de HU, comme a dit Serge, on a à chaque fois une énergie de point zéro. On va sommer cette énergie de point zéro sur tous les degrés de liberté, que ce soit des photons, des électrons, etc. Va jusqu'à, à l'époque on connaissait les électrons, on va à la mu max de HU sur 2 max de l'électron. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve une énergie énorme. Et comme le lambda est en 1 sur R2 la taille de l'univers, comme lambda est énorme, eh bien, il trouve que l'univers d'Einstein fait 31 km. On voit bien qu'il y a un os. Et ça, c'est l'univers d'Einstein. Alors aujourd'hui, on en sait un peu plus qu'en 1920. On sait qu'il y a la chromodynamique quantique et qu'on peut peut-être essayer de refaire un calcul avec des quarks. Vous ne savez pas que les particules élémentaires c'était des quarks à l'époque, il y a des antiquarks, etc. Donc on refait ce calcul. Alors ça dépend. On a plusieurs choix. On peut quand même avoir une échelle de coupure. Où est-ce qu'on va sommer tous ces degrés de liberté? Jusqu'à quelle fréquence? Sinon ça va devenir infini. Alors cette échelle de coupure, ça peut être une interaction électrophèle. À ce moment-là, on a 10 puissance 56 fois l'énergie qu'il faudrait pour correspondre à l'énergie que l'on mesure, que les astronomes mesurent ici, qui est cette 10-29 grammes de centimétre. Donc on trouve 10 puissance 56 fois. Si on prend l'échelle de Planck, c'est encore pire, 119 ordres de grandeur de plus que l'énergie que l'on mesure dans l'univers. Une autre possibilité, lambda QCD, je ne rentre pas dans tous les détails, mais c'est 41 ordres de grandeur. Vous voyez que de tous les côtés, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Peut-être qu'en effet, on a besoin d'une autre théorie fondamentale de la gravité quantique, puisque ici, on sait bien que quand on veut essayer de marier la gravité qui est faite de mécanique quantique, ça ne marche pas. On n'a pas de gravité quantique, on a peut-être des cordes qui ont été proposées, on a une gravité quantique à boucle, etc. Mais tout n'est pas encore, c'est en travaux, tout n'est pas encore abouti, et donc on ne connaît pas cette théorie de gravité quantique. C'est peut-être pour cela qu'on n'arrive pas à extrapoler l'énergie du vide qui existe bien à l'échelle locale et qui normalement devrait exister en premier lieu. Alors tout cela, on est arrivé à la fin du XXe siècle, cette fameuse découverte stupéfiante. En 1998, tout le monde a été pris de court parce qu'on avait un grand train-train, on essayait de calculer la matière noire de l'univers, etc. L'âge de l'univers qui n'était pas encore aussi grand que l'âge des vieilles étoiles. Et puis tout d'un coup, deux groupes, Riss et al., aux États-Unis et aussi en Australie, on va voir, ont essayé d'avoir un autre chandelle standard. Je vous ai parlé des CPI, on en a quelques-unes, on a les étoiles de la branche des géantes, on a d'autres étoiles, mais ça ne permettait pas d'aller assez loin. Ça permettait d'aller à 60 millions d'années-lumière, 100 millions d'années-lumière, mais pas à des milliards d'années-lumière. Il fallait autre chose. Pendant tout le XXe siècle, les distances des galaxies que l'on voyait ont été déterminées par l'expansion de l'univers. On extrapole, on dit que la distance est proportionnelle à la vitesse. On mesure la vitesse par le redshift, c'est-à-dire le décalage vers le rouge de l'arrêt, et donc on a la distance. Eh bien, il fallait une chandelle standard différente pour savoir si on ne se trompait pas sur l'expansion de l'univers. Et c'est donc ces supernovae 1A. Alors, qu'est-ce que c'est que ces supernovae 1A? C'est une explosion qui n'est pas due à ces supernovae de type 2. Les supernovae de type 2, ce sont les plus communément connues parce que ce sont la fin de vie d'une étoile. Par exemple, la nébuleuse du Crâne, qui a été observée par les Chinois en 1950, elle a explosé en fin de vie, elle est devenue une étoile à neutrons, etc. Ces supernovae de type 2, elles ne sont pas standards comme chandelle.
et puis elles ne sont pas très brillantes non plus. Alors ces supernovae Big Bang, c'est quoi? C'est une étoile binaire où il y a une naine blanche et une étoile ordinaire qui tourne autour. Et là, les explosions, lorsque beaucoup de masse de l'étoile ordinaire tombe sur la naine blanche, la naine blanche, c'est une fin de vie aussi d'étoile, mais une étoile comme le Soleil, qui sera naine blanche dans 4 milliards d'années, et qui est retenue par la pression de Pauli. La pression de Pauli, et donc la densité dans une naine blanche, c'est 1 tonne par centimètre cube. C'est autant que pour un neutron, 1 milliard de tonnes par centimètre cube. Donc on a cet état, et lorsque la gaz tombe sur la naine blanche, à ce moment-là, il y a une grande explosion. Et ça peut se voir très loin. On peut le voir jusqu'à on remonte 7 milliards d'années, c'est-à-dire la moitié de l'âge de l'univers, et on voit la supernovae qu'une seule étoile qui explose dans la voie. Donc là, on commençait à détecter assez au décalage vers le rouge, le Z, c'est le delta lambda sur lambda, on décale vers le rouge jusqu'à 1, c'est à peu près 0,7, c'est la moitié de l'âge de l'univers déjà. Oups, oui, alors donc, ce qui nous montre ici que finalement, on a bien cette accélération de l'univers, et j'explique un petit peu pourquoi ce sont des chandelles standards, en fait pas tout à fait standards, mais standardisables. Vous voyez, la courbe de lumière explose à partir de cet endroit, on ne peut pas la détecter parce qu'on ne sait pas où elle est, on la détecte parce qu'elle est très brillante ici, puis on la suit, jusqu'à ce qu'elle retombe, et on a la durée ici, qui peut être 1 mois ou un peu plus, qui est proportionnelle à la luminosité intrinsèque de l'optique ici. Donc on peut les calibrer par une courbe universelle, et c'est ça qui nous calibre la distance. Vous voyez la naine blanche ici, et l'étoile normale qui, tout d'un coup, tombe ici. Alors pourquoi c'est une chandelle standard? C'est parce que seulement la retombée de toute cette énergie est due à la radioactivité essentiellement du nickel, du cobalt, etc. Et donc ça, c'est quelque chose d'atomique, universel, et on a cette chandelle standard grâce à cette radioactivité du nickel qui refait ce bois ici, cette durée du monde. Et parfois, on peut voir la supernovae toute seule, on ne voit même pas la galaxie derrière, tellement la supernovae est brillante. Ça a donné justement le prix Nobel en 2011 à 2 équipes, donc Adam Rees et puis Brian Schmidt en Australie, et Sarah Pointer en vérité, car ils ont tous les deux confirmé que ces supernovae, une fois qu'on avait des sciences, on s'est aperçu qu'elles étaient bien plus loin que celles qui ont été détectées par l'application de la loi de Hubble-Leonard, c'est-à-dire l'expansion de l'univers qu'on croyait être décélérée. Donc si on prend juste l'expansion décélérée, les supernovae, elles sont très proches. En fait, on s'est aperçu qu'elles étaient beaucoup plus loin. Donc on a déduit que l'expansion était accélérée et qu'on s'était trompé pendant tout le XXe siècle. Alors voilà un petit peu ce qu'on peut remarquer. Ici, on a en vertical le temps. Nous sommes ici, temps t égale 0. Et on voit le rayon de l'univers ici. Alors par exemple, si on avait beaucoup de densité, et on a un Big Bang, et maintenant on a un Big Crunch ici. Ici c'était l'univers d'Einstein, ici on voit qu'il est constant, immuable. Et puis ce qu'on pensait dans le XXe siècle, c'est celui-ci, l'expansion simple. Et en fait, voici où nous sommes. Alors vous voyez que si on suppose qu'il y a une expansion accélérée ici, ça nous remet l'âge de l'univers plus loin. Et donc ça y est, on a résolu le problème, les vieilles étoiles ne sont pas plus vieilles que l'âge de l'univers. On a agrandi l'âge de l'univers, on a agrandi notre univers, on a agrandi le temps, on a tout agrandi. Maintenant, on n'est plus comme il y a un siècle, juste relaté, c'était notre jardin. Alors, est-ce qu'on a seulement les supernovae? Mais non, on a plein d'autres informations qui nous confirment cette existence du lambda. Le fond cosmique micro-ondes. On sait que le Big Bang, c'était un univers très chaud, très dense, qui a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années. On peut le détecter lorsque on regarde les micro-ondes. Pourquoi? Parce que l'univers a peut-être une température de milliards de degrés au départ. Aujourd'hui, avec l'expansion, il se refroidit. C'est un corps noir, on a bien décrit avec ça tout à l'heure. Le corps noir se refroidit, il est égal à 2,7 degrés Kelvin aujourd'hui. Et 2,7, le corps noir, ça correspond à 3 mm de longueur d'onde. C'est la longueur d'onde que vous avez dans votre four micro-ondes. Donc quand on regarde tout le ciel, ça c'est tout le ciel, le plan, on a enlevé les avant-plans à l'émission de la Voie lactée, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit l'univers tel qu'il était à la dernière surface de diffusion. Alors, dernière surface de diffusion, ça veut dire que l'univers s'est refroidi à 3000 degrés K et que le plasma, électron-proton, se recombine en atomes d'hydrogène et devient neutre.
Alors le plasma, lui, diffuse tous les photons dans tous les sens, donc il est opaque. Et lorsque l'univers se recombine, 380 000 ans après le Big Bang, donc très près du Big Bang, eh bien on a des atomes d'hydrogène qui n'interagissent que très peu avec les photons, et donc les photons nous viennent en ligne droite. Donc c'est bien, comme par exemple ce mur, je vois ce mur, c'est la dernière surface de diffraction de ma lumière, c'est pour ça que je vois le mur. Ici c'est un mur que l'on voit, et c'est l'état de l'univers à cette époque-là. Et on voit que l'univers était très homogène, les fluctuations, vous voyez, sont de l'ordre de 1 pour 100 000. Alors ces fluctuations, on peut les regarder en fonction de l'angle. Ici vous avez l'angle, 0,1 degré, 0,2 degré, 1 degré, etc. Et vous voyez qu'il y a des oscillations. Alors, le modèle est en vert et les données sont en point rouge. Vous voyez même pas les barres d'erreur tellement elles sont là. Hein. Vous ne voyez pas tellement elles sont petites. Alors, évidemment, pour les grands angles, 90, vous avez une variance cosmique parce qu'il y avait très peu de fluctuations de 90 degrés, évidemment. Il y en a eu deux. Mais pour toutes les autres, vous voyez que 1 degré, par exemple. Alors, à quoi correspondent ces oscillations? Eh bien, c'est le son, les oscillations acoustiques qu'ont les photons avec la matière ordinaire lorsqu'elle est ionisée. Et donc vous avez le son. Ici vous avez l'horizon sonore. Donc c'est ainsi qu'on peut mesurer beaucoup de choses, parce qu'on a simplement un modèle tout à fait linéaire, on a des ondes acoustiques très faibles, et on peut en déduire la densité de matière ordinaire, la densité de matière noire, et puis le lambda. Et ça, a été mesuré. Ça correspond au lambda donné par les supernovae. On a d'autres aussi avec les lentilles gravitationnelles, 3 faisceaux d'observation, que ce soit les supernovae, que ce soit le fond micro-ondes, que ce soit les ondes gravitationnelles, les lentilles gravitationnelles, tout ça converge, on appelle ça le modèle de concordance, tout ça converge vers la même chose, alors que c'est 3 observations qui sont complètement différentes. Donc ça ne peut être que vrai. Ici, ça nous montre que l'univers est plat. La courbure de l'univers est donnée ici par l'horizon. Je n'ai pas le temps de le dire, mais vous voyez que c'est très précis. On sait que l'univers est exactement plat, courbure bulle. Alors maintenant, vous allez me dire, ce lambda, qu'est-ce qu'il vaut? Alors aujourd'hui, on mesure aujourd'hui, il a une équation d'état où le petit w égale -1. Ça veut dire que c'est une constante. On peut supposer qu'aujourd'hui c'est une constante. Alors, vous voyez que dans le temps, en fait, dans l'expansion, toute la matière, que ce soit 5 et 25%, c'est la matière exotique ou encore ordinaire, elle va se diluer dans l'expansion et elle va varier la densité comme 1 sur le volume, 1 sur R3. C'est normal, vous gonflez votre ballon, la densité moyenne est 1 sur le volume. Pour la radiation, au début, la radiation, dans le passé, près du Big Bang, on a les photons, qui sont une énergie, qui, elle, se décroise comme 1 sur F4, parce que la longueur d'onde, elle se dilate avec l'expansion de l'univers, et aussi l'énergie du photon rougit. Donc non seulement le nombre est en 1 sur F3, mais aussi ça rougit. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus la radiation, elle est négligeable. Et ce que vous avez 70% de cette constante, et puis 30%, c'est ce que le considérant vert que je vous donnais au début. Mais quand vous regardez dans le futur, vous avez 10 fois le temps, l'âge de l'univers là, eh bien qu'est-ce que vous avez? La matière s'est diluée d'1 sur F3, et puis la constante, elle est constante. Donc elle ne va pas se diluer et elle va dominer complètement. On va être à 100% d'énergie noire et la matière négligeable, comme l'avait prédit De Sitter, qui avait une énergie, il n'y avait plus que le lambda qui comptait. Alors vous voyez qu'au début, le lambda ne compte pas du tout, il est négligeable parce que la matière est 1 sur A3. Et puis dans le futur, on n'a que l'univers en expansion accélérée, exponentielle de Sitter. Alors là, c'est là qu'on a un problème d'ajustement fin. D'accord. Fine tuning, je passe fini. Donc ici, on va le mettre, pour être plus frappant encore, en log. Vous avez la log de la taille de l'univers en fonction du temps. Et ici, vous avez la fraction du lambda par rapport à l'énergie totale. Donc ce lambda, on a vu qu'au début égale 0, parce que la matière domine. Et puis ensuite, dans l'expansion, et bien tout d'un coup, il vaut 100%. Vous voyez que nous sommes ici. On se demande pourquoi nous sommes juste au moment où il y a 70% d'énergie et 30% de matière, alors qu'on aurait pu être là ou là. Donc là, vous allez me dire, il y a un effet contre tout. Nous sommes là, c'est pour ça que nous avons la possibilité de le regarder. Mais il y a un problème de fine-tuning qui fait que certains ont une réticence à dire que c'est seulement une concentration logique, rajoutée par Einstein, mais c'est peut-être une quintessence qui aurait une certaine W égale -1 ou -1,5, etc.
Alors pourquoi c'est une quintessence, hein? Vous avez 4 éléments, c'est pas l'eau, le feu, l'air, etc., comme le disait Gaston. Et vous avez des baryons, vous avez également les neutrinos, qui vont avoir une masse, donc une chose. Donc on a des baryons, des neutrinos, on a des photons, et puis on a la fameuse matière noire quand même, qui est une matière exotique, 4e élément. Et le 5e, ce serait l'énergie noire, le champ solaire, donc on appelle ça quintessence. Alors aujourd'hui, eh bien, ce qu'on peut mesurer, ce sont des figures of merit ici, ce qu'on peut mesurer, c'est W égale moins 1, c'est la somme entre ce que donne le fond cosmologique, le micro-ondes, ce que donnent les supernovae, ce que donne l'antigravitationnel et aussi les oscillations acoustiques. Tout ça, vous voyez que c'est quand même, il y a une barre d'erreur assez grande, et on peut dire que c'est compatible avec une constante cosmologique, mais pas forcément. Et donc c'est ça qu'on voudrait chercher. D'autre part, il y a quand même une tension sur la constante de Hubble lui-même, qui, lorsqu'on le mesure avec tout un tas d'échelles de distance, hein, c'est ce qu'on symbolise par cette échelle de distance, qui est les céphéides, les étoiles et on voit que entre ce que mesure 17 avec les céphéides localement, c'est 73, et ce qu'on mesure avec Planck au début de l'univers, c'est 67,8. Alors on est très content, il y a un écart à 4,4 sigma. On est très content de cette tension, ça veut dire que le modèle n'est certainement pas bon. Parce que la constante de Planck, la constante mesurée par Planck, elle n'est pas vraiment mesurée, elle est déduite du modèle standard CDM de Platin-Froide et de lambda. Donc beaucoup d'hypothèses ont été faites, hein, je ne rentre pas là-dedans, mais les astronomes, sans beaucoup d'imagination, ont essayé de rajouter des neutrinos, de rajouter ceci, de rajouter cela. En général, ça résout le problème de H0, mais ça détruit un accord du modèle ailleurs, alors finalement, il n'y a rien qui marche. Donc, je finirai avec cette énergie vide. Donc, on l'a bien dit, elle existe, elle fait l'accélération de l'expansion. Tu filmes là, merci, j'ai filmé tout. C'est des places pour toi. C'est pour moi qui va filmer maintenant. Donc j'arrête, tu filmes. Merci Françoise, nous allons fait rêver sur ces questions qui nous montrent quand même à quel point l'univers reste à comprendre. Est-ce qu'il y a des questions? Donc voilà, il y a quand même quelque chose de bizarre. Est-ce que vous avez une question, M. Sanchez? Non, oui, c'est une question. Oui, je vous en prie. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'on a découvert le nouveau télescope en orbite, a découvert des galaxies impossibles. James Webb. James Webb. On les appelait des galaxies tueuses au départ, parce qu'elles tuaient le modèle du Big Bang. Alors, il y a un point commun entre ces galaxies impossibles et l'accélération de la récession galactique. Quel est ce point commun? Alors, en fait, c'est vrai, le James Webb a mis, parce qu'il a été lancé pour ça, c'est un télescope comme Hubble, mais qui observe dans l'infrarouge, la gauche lointaine, on suit les galaxies dans leur décalage d'infrarouge, donc on peut beaucoup mieux observer les galaxies près du Big Bang. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de galaxies massives que prévu, que l'on n'avait pas vu avec Hubble, parce que c'était un télescope optique, il n'y avait pas de sport. Et donc, on remet en cause le modèle lambda CDM, exactement comme pour la constante Hubble 1,0, ici. C'est une tension. Et donc, on suppose que le modèle va être modifié. Mais ça ne remet pas en cause du tout le Big Bang. Attendez, excusez-moi, Françoise. Vous avez donc observé qu'il y avait une densité constante des galaxies spirales barrées? Non, elle n'est pas constante. Elle diminue. Oui, mais en même temps, elle est constante. On modifie les données pour tendre vers la constante. C'est exactement la prévision qu'avait faite le modèle de Fred Hoyle, c'est-à-dire ne faudrait-il pas retourner tout simplement au modèle de l'univers permanent et euclidien. Est-ce que vous considérez ça sérieusement ou pas? C'est complètement exclu, le modèle de Fred Hoyle, personne. Oui, alors je vous rappelle, François, que je vous ai donné un exemple. Monsieur Sanchez, est-ce que vous voulez bien laisser le micro? Oui, non, c'est ça. J'ai calculé avec 3 constantes universelles. Je sais. J'ai calculé 13,8 milliards d'années-lumière et vous ne pouvez pas m'empêcher de le dire. C'est clair? Non, mais ça suffit de me faire la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Il faut prendre un micro pour qu'on vous entende. Non, mais c'est Monsieur le Président.
bientôt sur Gojo TV.